Bien, ben merci à tous d'être venus pour discuter ensemble de cette étude très riche donc présentée par Monsieur Suto. Je vous propose qu'on respecte un temps de parole très court parce que je suppose qu'il y aura pas mal de questions dans la salle vu que cette étude était très intéressante. Donc je vous propose, en écoutant cette étude, en fait, moi j'ai retenu 4 éléments clés sur lesquels j'aimerais que nos invités interviennent. Et 4 éléments et points forts, en fait. Le premier, c'est d'abord le niveau de crédibilité et de confiance très élevé pour EDF. Vous l'avez encore souligné dans les conclusions de votre étude. Et on sent bien le poids en termes donc de crédibilité sur l'ensemble de la filière qui repose sur les épaules d'EDF. La confiance, la question de la confiance qui reste une question centrale pour les activités nucléaires, et cette question de confiance qui est étroitement liée à l'acceptabilité du risque. La question finalement de l'allongement de la durée de vie des centrales qui est finalement acceptée dans les différents groupes qui ont participé à votre étude, Monsieur Suto, mais on distingue quand même 2 grandes tendances. Je dirais la première tendance, c'est le groupe des confiants, résignés, raisonnables, on va appeler ça comme ça, pour lesquels l'objectif est bien évidemment d'aller vers un mixte énergétique intégrant le nucléaire, et un deuxième groupe plus radical, j'aime pas tellement ce mot, mais disons plus sensible au fameux terroir nucléaire de l'ONG, et qui est le groupe des réalistes anxieux opposés, on peut les appeler ainsi, dont l'objectif n'est pas de donner un blanc-seing à la prolongation de l'ensemble du parc nucléaire, mais plutôt de faire du cas par cas pour l'ensemble du parc et d'aller vers une transition énergétique plutôt hors nucléaire. Voilà. Et le 4e point qui me semblait important et que vous avez souligné dans votre conclusion, c'est le point qu'on entend très souvent qui est, oui, demande d'information certes, mais également demande de plus en plus importante en matière de participation du public, qu'on peut appeler souvent cette fameuse revendication d'intégration dans les prises de décision et de démarches dites participatives. Voilà, avec toute la difficulté que représente ce terme de qu'est-ce qu'une démarche participative ou une démocratie participative. Alors voilà notre plan d'action donc pour cette table ronde. Et donc je vais vous présenter les invités donc, qui vont réagir à ces 4 points clés. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir 4 invités. Donc, d'abord, Monsieur Alain Vico. Donc, vous êtes directeur de l'environnement et de la prospective d'EDF. Et vous allez essentiellement nous parler de vos réactions quant à cette étude, puisqu'on a bien vu que vous portez beaucoup de poids sur vos épaules aujourd'hui. Et la confiance de la filière repose, en tout cas, d'après l'étude de Monsieur Suto, essentiellement sur les épaules d'EDF. Ensuite, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur donc, Lichtenberger. Monsieur Lichtenberger est ancien directeur de la sécurité des vols d'Air France et vous étiez donc commandant de bord. Et votre participation nous semblait intéressante puisqu'il y a pas mal de parallèles à établir entre les résultats de cette étude et votre vécu, finalement, en termes de confiance et de crédibilité dans la société Air France, mais on verra que cette confiance est quelque chose de très très fragile et peut être remise en cause presque à chaque vol. Ensuite, nous avons avec nous également Monsieur Saurin. Monsieur Saurin, vous êtes directeur du pôle information de la SFEN, vous êtes journaliste, rédacteur en chef de la revue Générale Nucléaire et vous allez nous éclairer sur un sujet un petit peu plus large qui est la confiance des Français, non pas uniquement dans le nucléaire, mais d'élever un peu le débat sur cette fameuse confiance des Français ou non lorsqu'il s'agit de sciences et techniques et ce niveau de doute finalement dans la technologie et dans la science actuelle. J'aimerais également vous faire réagir sur cette demande de plus en plus croissante des citoyens aux fameuses prises de décision et démarches participatives. Voilà. Et le mot de la fin appartiendra donc à Madame Senet. Madame Senet, je pense qu'il est presque inutile de vous présenter aujourd'hui. Tout le monde vous connaît dans la salle. Vous êtes ex-physicienne nucléaire, vous êtes chercheuse au CNRS, vous êtes présidente du groupement des scientifiques pour l'information sur l'énergie nucléaire et vice-présidente de l'ANCLI. Et c'est à ce titre que vous participez à cette table ronde aujourd'hui. Donc l'ANCLI, pour ceux qui ne savent pas, l'ANCLI, c'est l'association des comités
et commission locale d'information. Et vous allez donc nous livrer votre point de vue sur le résultat de cette étude et après votre séjour un peu mouvementé d'hier, puisque vous revenez de Fessenheim. Voilà. Donc voilà, et alors les conditions évidemment de succès de cette table ronde, c'est que nous respections le temps de parole. Vous voyez que j'ai un instrument infaillible, ça s'appelle un chrono, et donc je vous demanderai de respecter les 10 minutes afin qu'on puisse mener un débat aussi avec la salle. Voilà, Monsieur Vico, je pense que l'étude Ipsos nous a montré un niveau de confiance très élevé dans la maison EDF et un accord de principe à la prolongation finalement de la durée de vie, mais finalement un accord de principe sous condition. J'aimerais avoir vos premières réactions quant à cette étude. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bon, tout d'abord, en ces temps pas toujours faciles, on a encore fait référence ce matin, nous accueillons bien sûr avec grande satisfaction, mais également humilité, cette confiance réaffirmée du public en notre maison. Elle vient d'ailleurs conforter les résultats des sondages sur le recours et la place de l'électronucléaire en France. Sondage Ipsos. Cette confiance existe, il nous semble, elle ne date pas d'hier, on la sent depuis des années. Bon, je pense que nous avons réussi à démontrer que notre priorité, c'est bien d'avoir la sûreté nucléaire au meilleur niveau. C'est important. Mais c'est pour ça aussi que j'ai utilisé le mot humilité, parce que sûreté rime toujours avec humilité, et la sûreté, c'est toujours quelque chose qui ne peut que s'améliorer. J'avais un ancien patron qui comparait ça à un cycliste. Dès qu'on arrête de pédaler sur un vélo, on risque de tomber. Là, c'est pareil pour la sûreté, on pédale tout le temps. Bon, il pourrait en être autrement. Il n'y a pas de confiance sans une sûreté démontrée et contrôlée. Je pense que la confiance, elle est basée aussi sur le contrôle, on l'a vu tout à l'heure. Le contrôle par l'exploitant lui-même, il en fait beaucoup, mais également par l'autorité de sûreté nucléaire, évidemment. Et ce n'est pas un contrôle tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 20 ans. C'est un contrôle au quotidien, et ils sauront vous le dire. Et j'ajouterais aussi, en référence sans doute à Madame Séné, qui nous en parlera beaucoup plus davantage tout à l'heure, sur il n'y a pas de confiance sans transparence et sans ouverture aux autres, et la clé est un de ces leviers de transparence. Bon, bien sûr, au-delà de la sûreté, cette confiance existe aussi parce que EDF a démontré qu'elle sait produire une électricité sans carbone, de manière fiable, et l'une des moins chères en Europe. Alors, j'aime bien ramasser ça en petit slogan, un mégawattheure sûr, propre, fiable et à un coût abordable, c'est sans doute les ingrédients de la confiance. Et il faudra qu'on sache les faire perdurer. Je tiens à souligner aussi que, merci pour la confiance d'EDF, mais on n'est pas tout seul. La filière nucléaire, bien sûr, ce n'est pas que EDF. Il faut y associer toutes les autres entreprises. Je veux penser aux constructeurs, aux opérateurs de maintenance, qui nous accompagnent dans cette opération d'exploitation, de construction et d'exploitation des centrales nucléaires depuis leur début. Et ils réalisent, mais vous le savez fort bien, et depuis le début, et ça n'a pas beaucoup bougé, 80% des activités de maintenance en arrêt de tranche sont faites par des prestataires, des sous-traitants. Et le job, ils le font bien. Merci. Le deuxième point, le 8 mai, pour reprendre une formule un peu désuète aujourd'hui, relatif à la prolongation de durée de fonctionnement de nos centrales. Alors, 2 groupes dans Ipsos, enfin après... Je pense qu'ils ont raison tous les deux, c'est ce qui nous semble. L'autorisation au cas par cas qui a été soulignée, le président de l'autorité de sûreté nucléaire hier l'a dit, c'est comme ça que ça se passe, c'est réglementaire, donc on ne fera pas autrement. On l'instruit à EDF avec une approche palier. Palier, ça veut dire des centrales qui sont à peu près de la même technologie. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, pour préparer les 4e visites décennales et réexamens associés du palier 900 MW, avec ce fameux passage au-delà de 40 ans, à partir de 2019-2020. Cette préparation, elle fait l'objet de nombreuses études, de nombreux échanges, des séminaires, comme on l'a dit hier, avec l'autorité de sûreté nucléaire et ses appuis. Je veux parler de l'IRSN,
et des groupes permanents d'experts. Mais cette approche industrielle par palier a un objectif, l'efficacité, mais toujours en ligne de mire la sûreté nucléaire et évidemment, pour le passage à 40 ans, le niveau de sûreté de génération 3, c'est-à-dire celui de l'EPR en construction notamment à Flamanville. Bon, mix énergétique, alors le oui, mais 10 ans à condition de... Bon, il ne faut pas se tromper. Hein. Hier, Pierre-Franck Chevet disait il n'y a pas avant 40 ans et le jour d'après. Là, c'est pareil. Hein. Pour le mix énergétique, il n'y a pas 40 ans de centrale nucléaire et le mix énergétique après est idéal. EDF mène des actions sur le mix énergétique depuis de nombreuses années. Alors, je me permets de dire, pour les anciens d'entre nous, faire référence à l'usine marémotrice de la Rance inaugurée en 1966 par un président célèbre qui a aussi joué un rôle important dans le nucléaire. Mais on a aussi développé des usines hydroélectriques. On construit des champs d'éoliennes sur terre, sur mer. On fabrique des hydroliennes. On a fait depuis 40 ans, 50 ans, plus de 50 ans, plusieurs générations de centrales thermiques à flamme, plusieurs générations de centrales thermiques nucléaires. On fait aussi beaucoup d'efforts dans le domaine de l'efficacité énergétique, il faut le savoir, un moyen de non produire, mais qu'on développe et auquel on est associé, et qui aura effectivement un impact sur le paysage mix énergétique de demain. Mais je pense, et je répéterai mon slogan, parce qu'il sera toujours le même, j'allais dire, quel que soit le mix énergétique. Il faut, et nous nous efforcerons toujours de le faire, de produire un mégawattheure sûr, propre, fiable et à un prix abordable, affordable, comme disent les Anglais. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Vico. Donc, on retient effectivement que le gain de confiance pour le nucléaire, ce n'est pas qu'EDF, c'est le fruit d'un travail collectif de l'ensemble des acteurs de la filière et que cette confiance est quand même étroitement liée à un objectif de résultat, comme vous le soulignez, qui est de produire une électricité quand même à bas coût et à très haut niveau de sûreté. Nous allons continuer sur la voie de la sûreté donc avec Monsieur Lichtenberger. Vous êtes le seul autour de la table à représenter un secteur d'activité hors nucléaire et votre témoignage sera d'autant plus intéressant, je pense, parce qu'il est toujours difficile en fait de prendre un peu de recul par rapport à sa propre activité. Donc l'étude d'Ipsos, comme vous l'avez vu, montre clairement que la confiance de l'opinion est forte dans la maison EDF comme sans doute dans la maison Air France, mais que finalement cette confiance est un élément très fragile et peut être remise en cause presque dans chaque vol que vous avez vécu en tant que commandant de bord. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre témoignage sur cette question ? Je vais essayer de le faire dans les 10 minutes imparties, en essayant d'être assez clair et en abordant 5 constats pour partager. Alors, juste un petit point, vous savez, dans l'aviation, quand on parle de sécurité, ça veut dire qu'on emploie le mot sûreté dans le nucléaire. Hein. Donc la sûreté pour nous, c'est tous les aspects qui sont liés à la piraterie, mais elles construisent et elles participent à la sécurité globale de l'ensemble. Mais c'était simplement pour rappeler ce point-là, parce que très certainement, je risque d'employer ce mot sécurité, je l'emploierai dans notre contexte aéronautique. Alors, merci de m'avoir invité. C'est vrai que la situation, j'allais dire l'image, la carte qui est décrite par Ipsos est très certainement la même dans le transport aérien et Air France. Une image en termes de sécurité qui est bonne, même si elle pourrait être meilleure. Elle est bonne dans sa globalité, mais un capital confiance fragile, associé bien évidemment à une remise en cause potentielle à chaque vol, enfin en tout cas à chaque jour. Et pour entretenir ce capital confiance, le choix que fait le transport aérien et Air France en particulier, c'est le choix de la communication aussi complète et transparente que possible, dans des délais aussi courts que possible, et c'est un vrai défi pour vous, c'est un vrai défi pour nous. Alors, je citais 2 chiffres, je m'arrêterai là.
10% des voyageurs ont peur en avion. Et 30% des personnes qui voyagent sont anxieuses à un moment ou à un autre de leur voyage. Bon, ça représente quand même une proportion non négligeable des personnes qui ont un rapport un petit peu compliqué ou qui méritent examen avec le transport aérien et l'avion. Alors, les 5 constats. Le premier, comme je disais, la confiance des passagers est une problématique récurrente et fragile. Bon, la peur des passagers est une réalité, je peux en témoigner, mais je vous citer plein d'exemples, mais les 10 minutes ne me permettent pas d'en citer trop. Et on peut diviser les passagers en gros en 2 grandes catégories équivalentes à celles qui viennent d'être décrites, à savoir ceux qui font globalement confiance au transport aérien, au système de transport aérien et à la compagnie qu'ils ont choisie. Quand c'est Air France, ils lui font confiance. Puis la deuxième, ceux qui font confiance quand même puisqu'ils prennent l'avion, sinon je ne comprends pas, mais qui ont besoin d'être assurés en permanence, qui, ont presque besoin de participer au pilotage de l'avion pour conserver ce capital confiance et qui sont les premiers à poser des questions. Alors, très certainement, une étude un peu plus approfondie montrerait qu'il y a beaucoup de nuances, mais je m'arrêterai là à cette partie. Alors, pour répondre à ce problème, Air France, je ne sais pas si vous le savez, a créé un petit stage anti-stress, justement pour traiter les cas les plus pathologiques, si vous me permettez cette expression, et permettre à des gens qui ont une peur panique de prendre l'avion dans de bonnes conditions. Donc, le principe de ce stage est extrêmement simple, c'est dire la vérité. Et ce sont des professionnels, psychologues, qui expliquent ce qu'est la peur, comment la maîtriser, quelles sont les techniques qui existent. Mais à côté de ça, ce sont des professionnels, des PNC, personnel de cabine, ou des pilotes, qui vont montrer comment on gère la sécurité, comment on pilote un avion. Et la prime, c'est un petit peu la prime de ce stage, c'est que vous avez même le droit de piloter un simulateur de vol. Donc, je fais un peu de pub, pardonnez-moi. Simplement pour montrer comment, non pas pour vous apprendre à piloter, mais montrer comment on fait, et c'est bien ça. Bon. Deuxième constat, tiré du premier, la confiance est un capital fragile, c'est une tautologie, pardonnez-moi. La confiance accordée par les passagers à une compagnie dépend de plusieurs éléments plus ou moins objectifs. Alors là aussi, je les classe en 2 parties. Ses résultats en termes de sécurité, l'image globale qu'elle réussit à construire et à entretenir autour de la sécurité, et surtout, en situation de crise, que la crise soit extrême ou moins extrême, si j'ose dire, sa capacité à déployer un plan adapté qui montre sa maîtrise de la communication et de la situation. La confiance, bien sûr, se construit également à l'occasion de toutes les contacts qui peuvent exister entre les passagers ou les citoyens et l'entreprise. Donc et en particulier dans l'aviation, à chaque rendez-vous dans l'avion, que ce soit en termes de communication ou de comportement de l'équipage. Et à ces occasions-là, je pense que vous l'avez dû le constater, soit l'équipage réussit à entretenir, construire, améliorer cette image, ou peut détruire cette image en quelques secondes. D'ailleurs, c'est vrai que des études ont été menées et on montre que la personnalité du chef de cabine, au-delà de celle du commandant de bord, est importante. Il ne faut pas qu'elle soit trop jeune, parce que ça ne rassure pas. Pas non plus qu'elle soit trop âgée, parce que ça ne rassure pas plus. Alors j'allais vous dire, mais elle peut être une femme ou un homme. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'il n'y a pas de différence. Vous voyez, donc, et aujourd'hui, vous savez, il y a des équipages, des pilotes femmes qui pilotent tout naturellement des avions. Point. Oui, comme les hommes, hein, excusez-moi. Merci, Monsieur Lichtenberger, nous sommes rassurés. Voilà, donc voilà. Alors de la maîtrise ou non de ces éléments fondamentaux peut dépendre la survie ou la vie de l'entreprise. Je cite le cas de Paname, même s'il est ancien, qui a arrêté son exploitation 2 ans après l'accident de Lockerbie, même si elle n'était pas directement responsable. On peut citer un autre exemple inverse, Air France, l'accident du Rio-Paris,
Je ne vais pas rentrer dans le débat technique, mais malgré la publication d'articles extrêmement critiques dans plusieurs médias, des débats houleux, les avions d'Air France ne se sont pas vidés. Je ne fais que ce constat, je m'arrêterai là. Mais les avions d'Air France ne se sont pas vidés dans les mois et les jours qui ont suivi. En revanche, en interne, et paradoxalement, la perte de confiance a été plus importante. Aujourd'hui, ce matin, la disparition du 777 de la Malaysia Airlines pose à nouveau cette question, même s'il s'agit d'un cas d'espèce, parce que, en gros, 12 jours après le dernier contact, on n'a toujours pas de certitude de l'endroit approximatif où se trouve ou l'avion ou les débris. Et l'histoire dira si la Malaysia aura ou non maîtrisé sa communication. J'ai l'impression que jusqu'à présent, ça a été un petit peu difficile, mais pardonnez-moi, ils ont peu d'éléments factuels et donc il faut, je pense, les excuser. Troisième constat, la confiance doit être entretenue d'abord par une information en temps réel, voire anticipée. Et bien évidemment, je pense qu'on peut faire des parallèles avec le monde du nucléaire. En tout cas, pour répondre à cette demande d'information en temps réel, nous, on essaye d'anticiper autant que faire se peut. Alors d'abord, on le fait, vous le constatez si vous utilisez la compagnie Air France, chaque fois qu'il y a un événement majeur, neige, etc., vous allez recevoir un SMS pour vous dire l'avion est en retard, l'avion est à l'heure, etc. Et donc ça, c'est la première chose. Deuxième, dans la communication récurrente, le commandant de bord, lorsqu'il fait son annonce d'accueil, il va essayer de donner quelques éléments simplement pour prévenir toute surprise de la part des passagers, un incident technique, un dégivrage, etc., des conditions orageuses à l'arrivée. Il va essayer d'informer, de prévenir ce besoin d'information. Alors, au-delà des aspects commerciaux, le but, c'est véritablement de limiter l'effet de surprise et la perte potentielle de confiance qui peut en résulter. Et en vol, eh bien, on va faire exactement la même chose, surtout lorsque l'incident est spectaculaire ou est directement visible par les passagers. On va essayer d'informer le plus rapidement même possible, même si c'est difficile, parce que bien évidemment, l'équipage va commencer par se concentrer sur la panne technique, la traiter avant, bien évidemment, de procéder à une information. Mais on le voit, dès qu'un événement un peu particulier se pose, que ce soit un incident même banal pour nous, ce besoin d'information immédiat devient de plus en plus important. Et d'ailleurs, dans certains cas, le commandant de bord va déléguer cette information au chef de cabine qui, lui, a plus de disponibilité pour éventuellement procéder à cette information. Comme vous le constatez, donc c'est mon quatrième constat, l'information en temps réel est un défi pour les acteurs du transport aérien, comme j'imagine dans le nucléaire. Eh bien, tout simplement parce que pour pouvoir produire une information fiable en aviation, eh bien, il faut procéder à un certain nombre d'analyses, il faut rassembler les éléments, il faut décharger le DFDR, le CVR, il faut interviewer les pilotes, les mécaniciens. Et donc tout ça prend du temps. Et c'est vrai que nous ne sommes pas capables de donner toute l'information en temps réel. Et que de ce point de vue, on demande un effort, si j'ose dire, aux passagers comme aux citoyens pour nous permettre d'établir de façon complète des faits, des enchaînements. Alors, bien sûr, la disparition du vol MH370 montre de façon aiguë que l'absence d'information génère les spéculations les plus folles. Donc, ne posez pas la question. Je n'ai pas d'informations particulières sur le MH370 et je ne formulerai aucune spéculation. Simplement, quand je vois ce que je peux lire dans la presse, sur je veux dire, la déconnexion d'un système, elle peut être tout autant décidée, exécutée par l'équipage que le résultat simplement d'une panne. Alors vous allez me dire, c'est vrai, c'est beaucoup, une panne sur le transpondeur, une panne, etc. Mais néanmoins, à ce stade, nous n'avons pas d'éléments pour mettre en perspective un début d'explication. C'est vrai que pour répondre à ces rumeurs les plus folles, de temps en temps, moi j'ai pris personnellement mon téléphone pour appeler soit des passagers, soit des journalistes, pour leur donner les informations, toutes les informations dont je disposais,
j'ai eu des échecs, j'ai de temps en temps réussi. Et puis dernier point, et j'en terminerai là-dessus, la confiance, j'allais dire, n'est pas liée au risque réel, mais au risque perçu. Donc j'ai vécu un certain nombre de décisions, de situations difficiles durant ma carrière. Les plus difficiles, en termes de gestion de l'information, ça n'a pas été les plus critiques en termes de risque, ce sont les pannes répétitives. Parce que les pannes répétitives, soit au cours d'un vol, enfin souvent au cours d'un vol avec les mêmes passagers, posent véritablement le problème de la crédibilité de l'entreprise et bien évidemment de la crédibilité du commandant de bord. Et ce sont celles qui ont généré le plus de stress de ma part. Merci Monsieur Lichtenberger. Je pense... Beaucoup de parallèles à faire effectivement avec l'activité nucléaire, je pense. On peut retenir que la confiance, c'est effectivement un capital très très fragile qui peut être remis en cause, comme vous l'avez dit, vraiment à chaque vol. Moi, je note que vous faites des stages de pilotage en simulateur. Je ne sais pas si c'est possible dans les activités nucléaires, mais pourquoi pas l'envisager pour essayer de dédramatiser les choses. Mais surtout, ce que je retiens aussi, c'est l'importance finalement et la crédibilité des intervenants en cas de situation difficile, c'est-à-dire celui qui intervient, le commandant de bord, vous prenez votre téléphone, vous rappelez les gens, et finalement ce sont les acteurs que vous êtes tous du nucléaire qui interviennent, et c'est vraiment la crédibilité du porte-parole immédiat et de l'immédiateté de l'information. Là j'en viens donc à Monsieur Saurin. Je pense que ça, c'est un débat qui vous concerne directement en tant que journaliste, cette fameuse difficulté finalement d'avoir l'information en temps réel. On ne comprend plus aujourd'hui qu'on attend l'information, à l'heure d'Internet, de la surinformation permanente. Donc on veut l'information en temps réel, alors que pour les experts que vous êtes tous, ça nécessite du temps d'analyser un événement ou un incident. Et de plus en plus, au-delà de l'information demandée systématiquement, c'est une demande de plus en plus importante, M. Suto l'a souligné, de participation du public aussi dans les prises de décision. Et on a l'impression que la confiance aussi ne nécessite pas que de l'information, mais je veux, en tant que citoyen, participer à la prise de décision. Comment expliquez-vous tout ça, M. Saurin, en tant que journaliste? Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que le nucléaire est un cas particulier ou non? On peut essayer de voir la question avec un peu de recul et de se positionner de façon globale pour voir quelles sont les tendances à l'œuvre dans l'opinion en France et d'une manière générale dans les sociétés développées. Quelles sont les grandes tendances à l'œuvre dans l'opinion vis-à-vis du développement des sciences et des techniques. Et je pense que si on essaye de voir quelles sont ces tendances, on peut répondre en partie peut-être à ces questions. Alors, de mon poste d'observation de journaliste, dont je me coltine avec l'opinion en permanence, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens? Je dirais que j'observe 3 tendances à l'œuvre dans nos sociétés industrielles développées. Première tendance, c'est une méfiance réaffirmée vis-à-vis des sciences et des techniques. Je dis réaffirmée parce que c'est un mouvement qui est né avec la révolution industrielle. En même temps que le progrès scientifique et technique s'est développé, ça a suscité dans une partie de l'opinion de la méfiance, de la crainte, de l'angoisse, etc. Et on constate depuis, disons, une quinzaine, une vingtaine d'années, dans nos sociétés, un regain de ce mouvement, je dirais, anti-science. Et toutes les nouvelles technologies en sont, si on peut dire, les victimes. Je pense aux nanotechnologies, aux biotechnologies, au nucléaire, aux OGM. On a peur de tous ces nouveaux concepts. Alors ça, c'est un premier point. Et tout ça, évidemment, toutes ces grandes tendances dans l'opinion, ça impacte forcément le débat sur le nucléaire. La deuxième tendance que je vois, et monsieur, vous en avez parlé, et monsieur Vico en a parlé, et on l'a vu dans l'enquête Ipsos, cette deuxième tendance, c'est véritablement une aversion pour le risque.
on ne supporte plus le risque dans nos sociétés. On n'a jamais vécu dans des sociétés aussi sûres que celles des pays développés. Et pourtant, et ceci explique peut-être cela, et pourtant, on ne supporte plus le risque. On inscrit, nous, en France, dans le préambule de la Constitution, on inscrit le principe de précaution. On veut le risque zéro. Et vous l'avez dit, monsieur, je suis entièrement d'accord avec vous. Dans tous ces domaines scientifiques et techniques un peu sensibles, le risque perçu est toujours plus important, plus élevé que le risque réel. Et ça, évidemment, ça impacte pas mal la navigation aérienne et le nucléaire. Troisième tendance que je vois, et on l'a évoqué aussi, c'est une aspiration qui grandit de la part des citoyens dans ces sociétés, une aspiration à la démocratie participative. Monsieur Suto, vous en avez parlé, l'enquête l'a montré. Autrement dit, le citoyen, il veut prendre en main les décisions qui le concernent. Voilà. Alors, ça s'accompagne peut-être un peu, et même certainement, d'une dévalorisation, je dirais, du rôle de l'expert. On veut bien recueillir les avis, les propos de l'expert, mais on le fait avec un certain recul, avec, je ne dis pas une méfiance, mais avec tout de même un peu de circonspection. Voilà les trois, à mon avis, les trois tendances que je vois à l'œuvre dans nos sociétés. Et une fois que j'ai dit cela, je dis tout de même, j'évoque tout de même une quatrième tendance de fond, alors, qui est que dans nos sociétés, il y a une confiance évidente et forte, c'est un moteur de nos sociétés, une confiance dans le progrès scientifique et technique. Alors vous allez me dire, c'est en contradiction peut-être avec ce que j'ai dit au départ de cette méfiance. Oui, nos sociétés sont traversées par des mouvements contradictoires, c'est la réalité, c'est comme ça. Et un des moteurs de nos sociétés, c'est cette confiance dans le progrès scientifique et technique. Et alors, quand je vois ensuite, tel que M. Suto nous les a exposés, les résultats de l'enquête Ipsos, je me dis que finalement, on retrouve un peu dans cette enquête ce que les propos que je viens de tenir, parce que c'est intéressant de voir que ce panel de citoyens que vous avez interrogé, avec lequel vous avez échangé, bon, ils ont montré qu'ils étaient passionnés par le sujet. Ils sont passionnés par ces questions-là. Ils sont passionnés par quelque chose de scientifique et technique tout à fait hard, je dirais, tout à fait abouti. Ils sont passionnés par ça. Et on l'a vu par exemple, il y a eu dans le cadre du débat sur CIGEO, le stockage géologique des déchets à Villongue, il y a eu également un panel de citoyens qui a été organisé. Et un des résultats de ce panel, ce qu'il a montré, c'est que vraiment les gens sont absolument passionnés par ces questions-là. Quand on leur apporte une information, quand on leur permet d'échanger, d'interroger, et d'échanger là-dessus, ils sont intéressés. Ce qui ressort de l'enquête et qui ressort aussi de ce que je peux observer dans la société, ce qui ressort de l'enquête, c'est une peur du risque et le fait que votre panel pose comme condition absolue, priorité absolue, la protection, la sûreté, la sécurité. Bon, c'est pas nouveau, je dirais c'est pas surprenant, mais enfin c'est intéressant de voir à quel point c'est confirmé. Priorité absolue donnée à la protection, comme si le message qu'on donne aux responsables des secteurs scientifiques et techniques, c'est finalement mettez en œuvre la machine à supprimer les risques. C'est ça, c'est une aspiration, je crois, qui est fondamentale dans nos sociétés.
Alors, ce qu'il a montré aussi, qui rejoint peut-être ce que je disais au départ, c'est que le propos des experts est accueilli avec intérêt, mais avec, je dis, on ne va pas les yeux fermés croire les experts. Et il y a eu plusieurs experts qui sont passés devant le panel de citoyens. Ils ont été un peu cuisinés, je dirais, et on ne va pas directement approuver à 100% ce qu'ils disent. Et ça me rappelle d'ailleurs une réunion sur les déchets nucléaires à laquelle je participais. Et on a eu droit à l'exposé d'un expert de l'ANDRA, tout à fait argumenté, précis, solide, face à une salle où il y avait pas mal d'opposants et d'élus de la région de Bure opposants. Et une fois l'exposé terminé, le meneur de jeu, s'adressant aux opposants, leur a dit « Bon, c'est tout de même relativement convaincant ce que vient de vous dire l'ANDRA, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui méritent d'être retenus. » Et à ce moment-là, il y a le maire d'une petite commune opposée au projet qui s'est levé et qui a dit « Mais pourquoi vous croirait-on » Voilà. Pourquoi voilà, ça illustre un petit peu, peut-être un peu caricaturalement la chose. J'en viens à une conclusion tout à fait provisoire. Hein. C'est que tout ça, c'est des phénomènes complexes. Et si on veut vraiment en prendre la mesure, il faut admettre qu'il y a des pulsions et des tendances contradictoires dans la société, et même peut-être éventuellement, et c'est même sûr, à l'intérieur de chaque individu. Et que tout ça, ça met en jeu et bien évidemment l'attitude qu'on a vis-à-vis de la science, l'attitude qu'on a vis-à-vis du nucléaire et les positions, les jugements qu'on porte sur le nucléaire. Et ça met en jeu aussi ce que font les acteurs, le comportement des acteurs, les rapports des acteurs, les uns avec les autres. Ça met en jeu enfin la gouvernance globale de la société et la manière dont on gère ces problèmes complexes, que l'on gère ces problèmes de manière démocratique. Quel type de démocratie? Merci, Monsieur Saurin. C'est une belle transition vers notre dernière intervenante. Moi, je retiens en fait que les activités nucléaires, en termes de crédibilité, n'ont finalement rien de particulier dans ce que vous nous dites, puisque ça s'inscrit dans un contexte général de méfiance par rapport à l'expertise, par rapport à la nomination aussi de ces experts. On l'a vu dans votre étude, M. Suto, quant à la nomination, par exemple, de l'ASN. On ne remet pas tant en cause le savoir-faire, mais je dirais plutôt le savoir-être ou la nomination, finalement, des différentes instances de contrôle. D'où la nécessité, d'ailleurs, je pense, de travailler sur un certain niveau de crédibilité de l'ensemble des experts de la filière et de voir ce qu'on peut faire pour valoriser, et je m'adresse à Madame Senet, pour valoriser les démarches participatives, parce qu'il y en a. Il y en a beaucoup, et le nucléaire a quand même été pionnier en matière de mise en place de ces démarches participatives, et notamment pour la création des CLI. Il ne faut pas l'oublier. C'est quand même un système qui s'est étendu après à l'ensemble des installations classées, et le nucléaire a été pionnier. Donc, Madame Senet, toute cette discussion laisse à penser finalement que l'ANCLI a de beaux jours devant elle, hein, puisque c'est essentiellement la confiance dans les activités nucléaires repose essentiellement sur une question de gouvernance et finalement de preuve de neutralité et de débat public des différents participants. Donc finalement, j'ai envie de vous poser la question, l'ANCLI a un rôle d'interface entre les différents CLI et l'opinion publique. Quelle est votre perception des résultats de cette étude Ipsos, et surtout comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette fameuse démarche participative? Oui, disons que l'enquête Ipsos finalement reflète les opinions des commissions locales.
C'est clair que les commissions locales sont très variées. Il y en a 38. Et que dans ces conditions, évidemment, elles sont à moitié formées d'élus. Et l'autre moitié, c'est syndicalistes et associations, et puis personnes compétentes. Et voilà. Donc, ça fait un milieu assez intéressant, avec des capacités techniques. Et parce que, évidemment, parmi les citoyens, il y a tout de même des personnes qui ont une certaine connaissance, même s'ils ne travaillent pas dans les centrales. Ils peuvent y travailler d'ailleurs, ils ne seront pas rejetés pour autant. Voilà. Donc, oui, moi je ne suis pas étonné, puisque là, vous avez vraiment tout le panel de complètement sûr à complètement opposé. Je pense qu'effectivement, la société est divisée par ça. Alors, ce qui se passe effectivement, c'est que il ressort. Vous avez donné les questions. Finalement, les questions, elles sont sur la sûreté, bien évidemment, parce que les personnes, comme vous dites, elles ont peur du risque. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a du risque toujours dans tout ce qu'on fait. Mais simplement, ce qui est absolument évident, c'est qu'il faut tout faire pour prévenir. On ne peut pas empêcher quelque chose, mais on peut faire en sorte que ça soit minimisé. Et c'est ça, je pense, que les gens demandent. Parce qu'ils savent bien qu'ils peuvent se casser la figure demain. Et qu'à ce moment-là, le résultat peut être très méchant pour eux. Donc, je ne crois pas qu'ils sachent qu'ils veulent une société sans risque. Sinon, ils n'auraient pas de voiture. Sinon, vous ne sortiriez jamais de votre lit. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai de penser qu'ils ne demandent pas de risque du tout. Ils demandent que le risque soit pris en compte et qu'il soit explicité et qu'on leur dise bien, quand on fait quelque chose, qu'effectivement, il y a ça et ça, mais pas et qu'ils peuvent, eux, exercer une attention sur ce risque. Je pense que c'est ça, effectivement. Donc, c'est ça, la participation. C'est connaître les choses, avoir connaissance de tout ce qui se passe. Et donc, en ce qui concerne, vous avez bien montré, ils se rappellent des déchets, ils se rappellent de la sûreté, et ils ont envie qu'on les consulte, finalement. Voilà. Et je pense que ça, c'est effectivement la base exacte de la position de l'ANCLI. L'ANCLI ne veut pas intervenir, et ne doit pas d'ailleurs, dans les décisions. Mais par contre, ce que disent les gens, en particulier, il ne faut pas prolonger sans avoir discuté, il ne faut pas prolonger sans avoir mesuré les conséquences d'une simple prolongation sans un mix énergétique, eh bien, je crois que c'est ça. Dans tous les débats, finalement, et en particulier le débat des déchets, etc., on a toujours comme première question, mais quel va être le programme énergétique? Parce que le programme énergétique, évidemment, il sous-tend soit des constructions, pas forcément de centrales, mais d'autres choses. Et donc, ça serait quand même irresponsable pour tout le monde de se dire, bah, je prolonge, et puis dans 20 ans, ah bah tant pis, je serai dans le mur, et puis c'est pas gênant. Bah, si, ça l'est gênant. Et c'est ça la question qui est posée, en fait. C'est effectivement d'éviter. Quant à cette histoire d'indépendance, vous savez, à l'ANCLI, on participe et on partage le travail avec l'autorité de sûreté. Et ce qu'on veut, c'est que l'autorité de sûreté ait la capacité à être effectivement active et savoir prendre les choses. Eh bien, écoutez, si vous regardez les rapports qu'ils font suite aux inspections, ben vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas si gentils que ça. Hein. Ils font effectivement leur travail, ils posent des questions et effectivement, ils imposent un certain nombre de choses. Alors, on peut toujours leur reprocher de ne pas aller assez vite. C'est vrai. Parfois, on a l'impression que la question dont on parle, il a fallu 3, 4, 5 ans. Oui, c'est vrai. Et ça,
bon, c'est là qu'on se rend compte que cette manie de vouloir aller trop vite, elle se passe partout. C'est-à-dire aller trop vite pour décider quelque chose, c'est-à-dire on fait du stockage profond, on fait ceci, on fait cela, le tout sans avoir étayé quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas les études, donc on ne peut pas l'étayer. Et dans le nucléaire, c'est pareil. En ce qui concerne la prolongation, manifestement, quand on regarde ce que dit l'ASN, bah, effectivement, il y a encore des choses à faire pour pouvoir vraiment prendre. Et je pense que les personnes qui disent au cas par cas, c'est elles qui ont raison. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose à faire vraiment dans la sérénité et pas trop vite et pas en se disant « je réglerai les problèmes après ». Ça, c'est vraiment la chose qu'il ne faut pas faire. Voilà, et je pense que l'ANCLI a ce rapport avec l'autorité de sûreté, avec l'IRSN, parce que n'oublions pas l'expert officiel. Évidemment, c'est un expert officiel, il est payé par l'État. Mais je vous rappelle personnellement, puisque moi j'étais au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique, que ça n'empêche pas de pouvoir faire des études et de pouvoir être... Ce qui est important dans ces études, c'est qu'il n'y ait pas que les officiels, qu'il n'y ait pas que EDF, qu'il y ait du pluralisme. C'est-à-dire qu'on accepte toutes les opinions et qu'on les discute. Si tous les scientifiques acceptent de dire, quand ils font une découverte, parce qu'on a beau dire que chaque découverte, c'est le progrès, ça mérite quand même d'être un peu plus clair face à ça. Il faut savoir montrer les problèmes et les avantages. Il ne faut jamais les oublier et il faut essayer justement de pallier les désavantages. C'est ça le gros problème. Et si vraiment on n'est pas capable de dominer quelque chose, il faut éviter d'avoir un scandale avec un médicament qui ne marchera jamais. C'est préférable. Donc, soyons très prudents quand même. Et l'ANCLI est sur cette démarche, la participation, la concertation et certainement de pouvoir discuter et avec les commissions locales d'être un élément de la concertation et de la participation. Et ce qui compte, c'est que si, quand on consulte la population, on ne répond pas à ces questions, ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Par contre, même si on dit non à une demande, qu'on explicite pourquoi on dit non. Et ça permet effectivement de construire ensemble. Ne l'oublions jamais. Il faut savoir répondre à toutes les questions et il faut savoir dire pourquoi on ne répond pas à certaines demandes. Je pense que c'est comme ça que la confiance se rétablira parce que pour le moment, effectivement, il y a une certaine méfiance dans la population sur ces problèmes. C'est ça la participation. Ne l'oubliez pas. Et pourquoi les gens... Vous savez, quand vous envoyez quelqu'un à l'Assemblée nationale ou quand vous envoyez quelqu'un dans un endroit pour discuter, mais il faut qu'il vous fasse un compte-rendu parce que c'est la seule solution pour que les personnes sachent ce qui s'est dit. Voilà. Merci. Merci à vous, Madame Senet. Donc, on retient qu'il ne faut pas aller trop vite, hein, que le facteur temps est un facteur très important, surtout dans des questions de durée de vie comme celle du nucléaire et de la gestion des déchets, qu'il faut assurer le pluralisme démocratique, mais pour vous, ce n'est pas non plus le grand débat national qu'il faut. C'est simplement assurer la confiance interacteur aussi et tout simplement faire fonctionner, j'ai envie de dire, les choses qui existent, les instances existantes et arrêter d'en créer de nouvelles, quoi. Il y a des choses qui existent, les CLI existent, il y en a 38, il y a l'ANCLI. Donc travaillons ensemble et évitons de partir sur d'autres choses, faisons déjà fonctionner ce qui marche. Je voulais vous remercier tous les
les quatre parce que vous avez scrupuleusement respecté le temps de parole. Donc, ce qui nous laisse le temps aussi de prendre des questions dans la salle, que ce soit sur l'étude Ipsos ou bien sur ce que vous ont dit les participants à cette table ronde. Oui, Dominique Greninche, consultant. Je rebondis, puisque vous étiez la dernière intervenante, Madame Séné. J'ai beaucoup apprécié vos paroles, très mesurées. Vous avez parlé de pluralisme, d'acceptation de la discussion, de concertation, de participation. Tout ça sont des mots agréables à entendre. Compte tenu de ça, j'aurais voulu savoir quel est votre sentiment personnel vis-à-vis de gens qui empêchent d'avoir un débat public sur le projet que vous connaissez, à savoir Cigéo, en s'introduisant brutalement dans une salle et empêchant clairement un débat public. S'agit-il de pluralisme, d'acceptation de la discussion, etc. J'aurais voulu avoir votre sentiment. Merci. Mon sentiment à ce propos, il est clair qu'il y a eu un problème avec ce débat parce qu'il était demandé ce que j'ai dit, c'est-à-dire de le positionner correctement par rapport à un mix énergétique et par rapport effectivement à un certain nombre de documents qui n'étaient pas forcément sur la table, la géothermie ou des choses comme ça. Donc, je ne donne pas un blanc-seing aux personnes qui ont empêché le débat public, mais je pense que c'est une action et que nous devons discuter quand même avec eux et comprendre pourquoi ils ont jugé qu'ils devaient le faire. Bah, voilà. Donc, je n'ai pas de... Et l'Ancli est sur cette voie, c'est-à-dire qu'elle discute avec effectivement des gens qui n'ont pas forcément le même avis. C'est-à-dire que nous avons des groupes permanents où nous avons toutes les opinions pour, contre, etc. Et nous arrivons tout de même à discuter. Alors, je pense qu'au niveau du débat public, il y a peut-être eu une impossibilité à bien mixer les choses, parce que le débat public, malheureusement, n'a pas de suite. C'est-à-dire que des questions sont posées, quelques réponses sont apportées, mais une fois que la construction est lancée, plus personne n'en parle. Et je pense que c'est ça le gros problème. Les gens, finalement, n'aiment pas qu'on les rassemble pour leur faire faire du brainstorming, et puis qu'après, plus rien. Or ça ne dure que 4-5 mois. Le débat public, c'est ça le problème. Mais il n'y a pas de suivi. Et je pense que là, peut-être, il y a à revoir la façon de faire un débat public, sans que j'aie de solution. Monsieur Saurin, vous voulez réagir ? Je voudrais apporter une précision concernant ce débat sur Cigéo. On ne peut pas dire que le débat n'a pas eu lieu. Ce qui n'a pas eu lieu, c'est les 14 réunions publiques qui étaient programmées, puisqu'il y a des opposants un peu musclés qui ont empêché qu'elles se tiennent. Mais le débat s'est poursuivi et s'est développé selon d'autres modalités, notamment par Internet, notamment avec la presse locale. Et on peut dire... Et également avec la constitution d'un jury citoyen auquel on a demandé son avis de manière assez précise. Et finalement, globalement, on peut penser que tous les avis recueillis lors de ce débat ont été probablement du même nombre, en même quantité que ce que ça aurait été, voire supérieur que ce que ça aurait été si on avait maintenu ces réunions publiques. La même chose. Il faut quand même reconnaître qu'un débat public fait par Internet, oui, c'est la nouveauté, mais ça n'est pas suffisant. Mais c'est pour ça que je dis il est nécessaire de revoir effectivement comment on lance un débat et comment on le maintient. Ça pose clairement la question des modalités, en fait, de ces débats-là. Et surtout, comment est-ce qu'on intègre les débats Internet dans ce type de débat? Est-ce que ça peut remplacer complètement une présence physique ou un débat en salle? Compliqué. D'autres questions dans la salle? Philippe Saint-Raymond, ancien de l'ASN. J'ai deux questions à poser à M. Sutot à propos de son étude qui m'a évidemment beaucoup intéressé.
Tout d'abord, la constatation que vous faites que quand les gens sont mieux informés, ils basculent plutôt du côté de l'acceptation du nucléaire. Alors ça peut faire plaisir à certains, mais est-ce que c'est si sûr que ça? Est-ce que ça ne dépend pas de la façon dont ils ont été informés? J'ai compris que vous aviez trouvé un président d'ONG qui n'était pas très virulent contre le nucléaire, qui était incapable de présenter des solutions alternatives. Si vous aviez pris quelqu'un de plus méchant, ça doit se trouver. Est-ce que les conclusions auraient été les mêmes? Deuxième question, si vous permettez. J'ai été frappé de voir qu'une conclusion était l'acceptation de la prolongation de durée de vie des centrales, mais pour un maximum de 10 ans. Or, dans cette même salle hier, on nous a présenté ce qui se faisait dans le monde. On parlait de prolongation de 10 ans, de 20 ans, voire au-delà. Pourquoi cette limitation à 10 ans? Est-ce que c'est vous qui l'aviez mise dans la règle du jeu ou est-ce que c'était spontané que cette limitation arrivait? Ok. Sur cette deuxième question, c'était effectivement induit par nous, puisque les personnes qu'on avait rencontrées au préalable individuellement, on leur avait soumis, là je n'ai pas eu le temps de vous le montrer, mais un petit texte qui citait nommément le projet justement du gouvernement de demander une prolongation des centrales d'une durée de 10 ans. Donc c'était pas du tout, les gens ne sortaient pas ça d'un chapeau, hein. C'est effectivement nous-mêmes qui avons mis ce point précis dans le débat. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'à l'issue de tout ce débat citoyen, cette durée de 10 ans, elle a été prise comme un argument pour les moins favorables en fait. Les moins favorables, ils aimeraient bien que ça s'arrête tout de suite. Donc après tout, bon, 10 ans, à la limite 10 ans c'est une bonne limite, mais ce sera 10 ans et point terminé. Mais uniquement pour les citoyens qui étaient les moins favorables. Les plutôt favorables, bon, ils nous ont cité 10 ans parce que c'était dans le débat posé sur la table, mais ce n'est pas du tout une condition expresse. Donc la nuance se fait là, en fait. Les plus opposés ou les moins favorables se servent justement de cet élément de 10 ans pour justement proposer un mix à horizon plus rapide. Mais du coup, j'ai oublié la première question. Oui, bien sûr. Le fait que le président de l'ONG qu'on avait invité, c'est complètement contre notre volonté. On supposait qu'il allait être virulent. Il ne l'a pas été. Bon, c'est un élément que j'ai nommé de façon très transparente hein, dans mon rapport. Effectivement, c'est une limite. Si on avait eu sans doute, mais là ce ne sont que des supputations, si on avait eu quelqu'un de très virulent avec des arguments très forts et avec des propositions très concrètes d'alternatives précises au nucléaire, sans doute, oui, que les conclusions auraient été différentes. Oui, non, mais ça, je l'avoue complètement. D'autres questions? Oui, Antoine Jouan, membre de la CLI du Gard. Je voudrais mettre un peu un pavé dans la mare. Est-ce que toutes les techniques sont susceptibles d'être sont justifiables de la démocratie participative ou pas? Je pense par exemple à la médecine. Est-ce qu'il y a des domaines dans ce que la médecine, est-ce qu'on s'interroge publiquement sur l'opportunité de mettre un médicament en circulation ou pas? Je pense aussi par exemple même au domaine, à l'aéronautique. Est-ce qu'il n'y a pas des domaines dans lesquels nécessité fait loi? Et est-ce que finalement le nucléaire n'est pas un petit peu aussi dans ce domaine-là? Parce que c'est le membre de la CLI du Gard qui vous parle, donc en connaissance de cause. Est-ce que finalement, pour informer, pour faire parler le peuple, il faut d'abord l'informer? On voit tous les dégâts que pourrait faire un référendum. Oui, voilà, je pense que merci. Là, alors M. Saurin pourra sans doute répondre et Mme Senet, bien entendu. La question, il y a deux questions. Il y a la question de l'information et on a vu l'impact de l'information quand elle est donnée a un certain effet. Il y a aussi la question de la crédibilité que vous posez d'un certain nombre de secteurs d'activité et de comment est-ce qu'on gère des modalités finalement de cette démocratie participative. Est-ce que tous les secteurs doivent être finalement sujets à démocratie participative avant prise de décision, ce qui remet quand même en cause la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui. Vaste débat. Monsieur Saurin puis Madame Senet. Ou l'inverse, si vous voulez. Je dirais, d'une part,
vous avez des sciences et des techniques qui sont extrêmement complexes, qui nécessitent des approches très, très précises et une expertise de très haut niveau. Et là-dessus, il va falloir que la société, la population décide. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, est-ce qu'on met l'accent là-dessus ou pas? De l'autre côté, vous avez les gens, les individus, qui, par définition, ne sont pas des spécialistes de ces questions-là. Et je dirais, un des grands problèmes de nos sociétés modernes, c'est justement d'instaurer une gouvernance tenant compte de ces deux faits, de ces deux situations, et d'instaurer une gouvernance la plus harmonieuse possible, la plus démocratique possible. Alors, il y a un certain nombre de pays qui ont probablement une réflexion un peu plus aboutie que la France sur ces questions-là, c'est les pays scandinaves, et je dirais non pas pour résoudre, mais pour essayer d'apporter quelques solutions un peu positives à ce problème, réfléchissent et mettent en œuvre ce qu'on appelle les jurys, on commence à les appeler aussi comme ça en France, les jurys citoyens, les panels citoyens, qui ont pour objet d'abord de prendre un groupe de citoyens, de l'informer de manière très précise sur ces problèmes complexes et de recueillir leur avis. Et on pense là que ça peut être un élément positif à développer. Madame Senet, votre avis sur cette question? Non, je pensais qu'effectivement, tout sujet peut être débattu, mais pas n'importe comment. C'est ça le gros problème. Alors, on ne va pas débattre de la même façon dont on fait une autoroute, enfin des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que le problème, c'est ça, c'est le panel qu'on va pouvoir mettre en place pour préparer peut-être ce débat. Mais le débat, il faudra l'avoir. Il faudra recueillir toutes les questions et y répondre. Donc c'est ça en fait. Mais il y a des modalités. Donc on ne peut pas se dire, je prépare le débat. Moi je vous dis, le débat CIGEO, il est mal parti parce qu'il y avait en même temps un débat sur l'énergie. Et ça, on a mis la charrue avant les bœufs. C'est clair. Et donc, vous voyez, dans tout débat, il ne faut pas oublier qu'il faut une alternative. Sinon, ce n'est pas la peine de lancer un débat. Et il faut bien définir aussi cette alternative possible. Exactement. Ce sont les modalités. C'est exactement. Parce que là, vous ne pouvez pas vous pouvez pas dire je fais ça et puis voilà. Et en médecine, il n'y a aucune raison. D'ailleurs, maintenant, il y a l'accès à son dossier. Je ne dis pas qu'il est mis sur la place publique, c'est pas ça du tout, mais les personnes peuvent avoir accès. C'est pas encore bien rentré dans les mœurs, hein, parce que parfois, il faut passer vraiment... pas par la CADA cette fois-là, mais par une procédure qui n'est pas évidente. Hein. Donc tout le monde a ses problèmes. Hein. L'accès à la documentation est toujours difficile. Hein. Ne croyez pas que EDF est ouvert, mais quand même pas jusqu'au bout. Hein. D'autres questions? J'ai vu une question devant. Puis, on va vous... Evrigal, expert judiciaire en mécanique, métallurgie, accident industriel. On a eu un excellent discours sur les critères, la sécurité, la sûreté et tout ça. À mon avis, il y a quelque chose qui est complètement absent. À quel moment on arrête une centrale nucléaire? Et c'est dit nulle part, suivant les critères du vieillissement des aciers sous rayonnement, décalage des courbes de transition, mécanique de la rupture et choses comme ça. Et sur quels critères on arrête une centrale et la décision se prend? C'est dit nulle part à ma connaissance. Donc il faut que ça soit dit au niveau des spécialistes, mais au niveau au niveau du grand public. Il y a une autorité de sécurité nucléaire. Ils doivent prendre des décisions en fonction des critères qui soient connus. Et ces critères ne sont pas connus de moi, mais je pense que ce n'est pas connu des autres. C'est la clarté que demande Mme Senet, et on doit agir comme ça. Deuxième chose, j'ai entendu dire
On parle de fonctionnement pendant 60 ans, mais les prévisions, les simulations, ça serait bien de pouvoir les simuler jusqu'à 100 ans. Ça nous fait 50% ou 40%, pas 50%, entre 30 et 40% de sécurité. C'est le gros coefficient qu'on fasse n'importe quel appareil. 40%, ça doit être au niveau de l'aéronautique, du nucléaire, des appareils à pression, de la fabrication des grues et ainsi de suite. Donc, je propose voilà. à M. Vico donc il faut avoir un critère précis. 2 questions dans une, donc les critères d'arrêt d'une centrale et les simulations sur 100 ans. Alors, je vais prendre notre configuration et je laisserai à l'autorité de sûreté nucléaire parler de la sienne. Parce que l'indépendance est importante dans ce domaine-là, comme les autres, ou le pluralisme, comme on veut. Moi, pour ce qui nous concerne, c'est clairement multicritère. On a déjà arrêté des ouvrages de production d'électricité, qu'ils soient nucléaires ou autres. On les arrête à partir du moment où les études technico-économiques montrent que le produit n'a plus de place dans le mix énergétique que l'on développe. On arrête une centrale parce que sa prolongation ou les possibilités de prolonger sa durée de vie nous coûteraient plus cher que le fait d'en construire une autre. Dans une centrale, alors on focalise beaucoup sur le nucléaire, mais prenons quelque chose qui soit moins polémique, si je puis m'exprimer ainsi. Dans une centrale thermique à flamme, on peut tout changer. Tout. Tous les composants sont changeables. On sait le faire en plus. Simplement, à partir d'un moment, on va avoir des surcoûts qui sont beaucoup trop élevés par rapport aux gains qu'on aurait à déconstruire la centrale avec les règles de l'art d'ailleurs, et pour en construire une autre ici ou ailleurs. Donc pour le nucléaire, c'est exactement la même chose. Alors pour le nucléaire, il y a une priorité, mais c'est vrai aussi pour le thermique à flamme, il y a une priorité qui est la sûreté. Nous choisirons nous-mêmes d'arrêter une centrale si nous considérons que son niveau de sûreté n'est pas suffisant. Et là, nous avons une batterie de critères pour regarder si le niveau de sûreté est suffisant ou pas. On peut très bien décider d'arrêter, de mettre la centrale en position sûre, comme on dit, et ensuite de réfléchir, comme le dit Madame Séné, de prendre le temps de réfléchir, ayant la centrale en position sûre, pour voir si on l'arrête définitivement ou pas, sur des critères de sûreté. Et c'est ce que ferait, je ne suis pas à leur place, l'autorité de sûreté nucléaire. Le temps d'une toute dernière question, monsieur. Merci beaucoup, merci de ce débat très passionnant. Je m'appelle Dominique Vignon, Duc Advisor. Je voudrais mentionner ce qui me paraît être un non-dit et avoir votre réaction à son égard. Donc, risque nucléaire, c'est fondamentalement le risque des rayonnements et l'effet des rayonnements et quelque part la relation dose-effet. Et ce débat n'a pas mentionné en aucune manière la relation dose-effet, qui est un sujet très complexe, mais il est maintenant à peu près établi que la relation linéaire sans seuil est extrêmement conservative, même la CIPR le reconnaît. Donc je voudrais savoir comment, peut-être pas tous les gens du panel puisque c'est la fin, peuvent envisager, imaginer d'intégrer cette question très délicate, très difficile, dans le débat public. C'est vrai que la relation dose-effet ne faisait pas partie des questions posées lors du panel et de l'étude IPSES. Elle est au cœur, je veux dire. Elle est au cœur, peut-être, et c'est ce qui va aussi forger la confiance, évidemment. Qui veut répondre à cette question difficile? Monsieur Vico, peut-être? Et Madame Séné. Il y a là encore deux cas, le fonctionnement normal et l'incident-accident. En fonctionnement normal, l'exploitant responsable que nous sommes a qu'un objectif, c'est minimiser au plus possible les radiations auxquelles sont confrontés les personnels. En respectant la réglementation et les recommandations en vigueur, notamment de CIPR, quelles que soient les évolutions possibles des connaissances, c'est vrai, sur le fait que la relation linéaire sans seuil pourrait être conservative. On prendra de toute façon une démarche conservative sur ce point-là, mais notre objectif, avant tout, c'est de réaliser les opérations de maintenance avec une approche dite à l'ARA,
à savoir aussi bas que raisonnablement possible. Ça, c'est pour le fonctionnement que je vais qualifier de normal, et c'est celui qu'on vit tous les jours. En incident-accident, notre objectif, clairement, et je pense qu'on l'a rappelé, c'est pour ce qui concerne les populations, c'est notre ligne de mire, c'est jamais de contamination long terme des territoires autour de nos installations. Donc c'est vraiment ça notre obsession. On s'y emploie tous les jours en exploitation, on s'y emploiera encore dans les fameux examens de sûreté dont j'ai parlé tout à l'heure, pour augmenter le niveau de sûreté, mettre des équipements supplémentaires si nécessaire, de façon à atteindre cet objectif qui nous paraît extrêmement important, c'est pas de contamination long terme des territoires. C'est-à-dire, on n'est pas dans la logique, c'est acceptable au plan médical. Non, ce qu'il faut faire, c'est là, c'est pas la démarche à l'ARA du tout. C'est pas de contamination long terme des territoires. Voilà. Et une dernière réponse de Madame Senet. Les commissions locales d'information ont la mission, justement, de faire un suivi des rejets et de participer à toute modification justement des autorisations de rejet. Et elles le font, et elles font justement elles ont aussi le pouvoir de faire des mesures, c'est-à-dire de faire pas, mais c'est un complément à tout le suivi que fait l'IRSN et que fait EDF et que font d'autres instances. Donc c'est simplement un point supplémentaire, enfin des points supplémentaires pour pouvoir faire ce suivi. Elles ont aussi, elles suivent les problèmes des prestataires de services, parce que ça c'est quelque chose qui dans les commissions locales est un problème qui leur a été soumis, et donc elles font un suivi effectivement. Donc parce que toute cette problématique de radioprotection s'applique aux travailleurs. Pour commencer, je voudrais quand même rappeler que c'est eux qui sont en première ligne, et puis effectivement à toute la population. Et donc, on a effectivement fait quelques études. Il est vrai qu'actuellement, il manque des registres, il manque donc la possibilité de faire des enquêtes épidémiologiques, mais il y en a eu quand même quelques-unes. Et donc, les commissions locales ont participé et continueront à participer. Et ces problèmes, en fait, de toute façon, ils sont traités au niveau de l'IRSN, qui, effectivement, participe à aussi des programmes européens. Ce que suit effectivement cette fois-ci l'ANCLI. Donc on est bien déjà dans une forme de pluralisme démocratique. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de sujet. Ça veut dire que c'est en cours. On est dans une forme de concertation et de démocratie participative qui existe déjà. Voilà, sur ce, le temps a passé très vite. Donc nous allons clore cette table ronde. Je remercie les invités. Je vous remercie pour votre attention.